Le dopage, c'est forcément quelque chose qui fait immédiatement réagir. C'est une forme de triche, ça rompt l'équité sportive, ça dénature le sport et l'esprit sportif, ça met en danger la santé des athlètes concernés, et j'en passe. Alors, l'athlétisme semble pas forcément plus touché que d'autres sports, parce que même s'il y a dans l'absolu plus de cas positifs, il y a aussi plus de contrôle, donc ça rend difficile les comparaisons directes en termes de prévalence. Mais forcément, quand ça touche une pratique comme le trail, qui nous est cher, qui véhicule certaines valeurs auxquelles on est attaché, ou alors quand ça touche des athlètes auxquels on s'identifie, qu'on affectionne, bah ça fait un peu plus mal que quand ça concerne un autre sport. Et j'ai l'impression que si on pense à peu près savoir ce que c'est que le dopage, dès qu'on gratte un peu, dès qu'on essaye d'aller en profondeur, les choses se compliquent. Parce que derrière la définition très stricte du Code mondial antidopage, dont on a parlé dans la partie 1 de cet épisode, il y a aussi une notion beaucoup plus floue, celle des conduites dopantes, qui sont assez difficiles à cerner. Et si certaines personnes placent rapidement l'EPO, les AINS et la caféine dans la même catégorie par exemple, en réalité il y a des lignes beaucoup plus nettes que ça à tracer je pense. Et quand je préparais la partie 1 de cet épisode, j'ai aussi été confronté à des questions auxquelles j'ai pas trouvé de réponse dans l'immédiat et dans la littérature. Par exemple, pourquoi est-ce que certains produits, comme les AINS, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ne sont pas considérés comme dopants? Et c'est quoi aujourd'hui la meilleure méthode pour prévenir le dopage? Ou encore, c'est quoi réellement un produit masquant? Et pourquoi est-ce que la suspension de Stian Angermund a suscité autant de discussions, autant de controverses? Comme souvent, pour répondre aux questions les plus pointues sur une thématique, je trouve pertinent de se tourner vers un expert ou une experte. Et pour le sujet du dopage, j'ai fait appel à Katia Collomb. Elle est professeure des universités en sciences du sport, spécialiste des effets métaboliques et hormonaux des substances utilisées par les athlètes, et elle travaille depuis des années sur le dopage et les conduites dopantes. Avec elle, on a essayé de faire le point sur les produits, les méthodes de détection, les affaires qui ont marqué l'actualité du trail, mais aussi sur la prévention. Parce que, au-delà des contrôles, au-delà des sanctions, il se trouve que c'est l'éducation qui reste l'arme la plus efficace pour prévenir, pour limiter le dopage. Je m'appelle Cyril Forestier, je suis entraîneur de trail et pratiquant, mais surtout docteur en sciences du sport. Vous êtes dans Courir Mieux, le seul podcast de trail qui vous aide à progresser grâce à des conseils fiables basés sur la science. Et dans ce Scientific Day, on va parler dopage avec Katia Collomb. Avant de commencer, je remercie Suunto, partenaire de Courir Mieux pour la saison 2 du podcast et qui rend la réalisation de cet épisode possible. Suunto, c'est pas que des montres, mais c'est aussi des écouteurs à conduction osseuse avec par exemple le nouveau Wing 2. Et si vous ne pourrez pas l'utiliser en marathon puisque la musique est interdite, car elle aiderait les performances, il vous accompagnera en trail sans problème. En tout cas, c'est l'utilisation que moi j'en fais. Allez, maintenant place à mon échange avec Katia sur le dopage. Salut Katia, comment ça va ? Bonjour, très bien. Merci beaucoup de m'accorder du temps. Si j'ai bien compris, pile poil au retour des congés pédagogiques. Et du coup, je suis encore en vacances en fait actuellement, mais je suis plus en vadrouille. Ok, d'accord. Bah, du coup, je te remercie encore plus d'accorder du temps pendant tes vacances. Mais c'est vrai que des fois, de ce que je me souviens, la période de reprise à la rentrée, elle est quand même généralement très chargée, autant en termes d'enseignement que de recherche. Donc merci beaucoup d'avoir trouvé du temps maintenant. On va parler de dopage et c'est un sujet que je suis très content d'aborder, dopage et conduite dopante. On va parler des deux. Avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et cerner un peu ton domaine d'expertise? Oui, donc moi je suis professeure en physiologie d'exercice à l'Université d'Orléans depuis un certain nombre d'années maintenant. Et mon axe principal de recherche, c'est sport thérapeutique et dopage. Donc je m'intéresse en particulier aux effets ergogéniques, métaboliques, hormonaux de différentes substances. Le plus souvent des substances médicamenteuses, d'ailleurs, utilisées par les sportifs. Juste pour définir, ergogénique, c'est de manière générale, ça veut dire qui améliore la performance. De la performance. Ergogénique, ça signifie amélioration de la performance, oui, pardon. Les auditeurs l'ont entendu dans l'épisode avec Laura Pomportes, que tu connais peut-être, on n'est qu'à travailler sur la caféine. On a beaucoup parlé de ce terme ergogénique, donc je pense qu'ils sont à l'aise avec, mais au moins on l'a rappelé. Caféine qu'on va certainement réaborder dans cet épisode, j'imagine. Est-ce que je peux pour poser un cadre à l'échange qu'on va avoir, est-ce que je peux te demander de toi, avec ta connaissance de la littérature et des différentes terminologies, de définir ce qu'est le dopage et ce qu'est la conduite dopante pour qu'on sache après de quoi on va parler précisément? Il y a une belle définition du dopage dans le petit Larousse. Je ne me rappelle plus les termes exacts, mais c'est le fait de s'administrer, d'administrer à l'intensité, à l'usage. Pour améliorer donc la performance chez l'homme et chez l'animal d'ailleurs, pour améliorer les performances de manière artificielle ou de masquer donc l'utilisation. Mais en fait, en pratique, on utilise donc la définition de l'AMA, comme tu l'as énoncé, c'est-à-dire la violation d'une ou de plusieurs règles donc antidopage, comme énoncé dans le Code mondial antidopage. Donc en pratique, c'est vraiment la définition qu'on utilise. Après, la conduite dopante,
Même chose, je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, c'est très flou et ambigu donc à l'heure actuelle, puisque ça peut viser un public non sportif, hein, donc hors du domaine du sport, avec l'administration de substances qui sont interdites, hein, par exemple une personne du showbiz qui sniffe de la coke, par exemple, avant son concert. Hein, donc ça peut viser aussi des substances non interdites, donc les ANS, la caféine, je pense on reparlera, qui sont très utilisées dans la société donc de manière générale. Et il y a même certaines personnes qui incluent dans les conduites dopantes tout ce qui est prise de vitamines, hein, de protéines, etc. Donc, je pense que ça dépend quand même beaucoup du contexte. Je pense que c'est difficile, par exemple, de parler d'une conduite dopante pour, je sais pas moi, un coureur qui prend de l'aspirine parce qu'il a mal à la tête ou une traîneuse qui a ses règles, qui prend de l'ibuprofène, hein, pour ses maux de ventre. Donc, c'est une notion qui reste vraiment floue à l'heure actuelle, avec une très grande, je pense, variabilité donc de perception interindividuelle, en fait, au niveau, donc, en fonction du contexte, de la substance, etc. J'avais trouvé justement ce contraste entre la définition du dopage qui est extrêmement fermée. Il y a 11 règles. La violation d'une d'entre elles, c'est du dopage. C'est très fermé. Et la définition de la conduite dopante, c'est extrêmement large et on peut mettre plein de choses dedans qui pourraient... tu vois, c'est l'exemple que je te donnais. J'ai passé une mauvaise nuit, je prends 2 cafés parce qu'on a une visio. C'est dans un but d'améliorer mes performances cognitives et d'être en forme là pendant notre échange. C'est une conduite dopante alors que sur le papier, ça semble quand même moins grave que par exemple des ANS qui sont eux aussi une conduite dopante. C'est très flou, je trouve, cette notion-là. Ouais, le terme est peut-être pas adéquat et peut-être mieux l'utiliser parce qu'il a vraiment une consonance péjorative en plus. Et alors, tu me corrigeras si je me trompe, c'est une question d'ailleurs que je me permets directement de rajouter. Est-ce qu'il y a dans la littérature, on connaît des relations entre conduite dopante et dopage? C'est-à-dire, est-ce que la conduite dopante est un peu une espèce de porte d'entrée vers progressivement aller... par exemple, ça commence avec de la caféine, puis avec beaucoup trop de caféine, puis avec des ANS, puis on va vers du dopage? Ou est-ce que c'est assez décorrélé les deux? On considère qu'il n'y a pas de lien direct à l'heure actuelle. Effectivement, c'était une hypothèse qui avait été avancée il y a une vingtaine d'années maintenant, mais qui est plus, à ma connaissance, à l'ordre du... Ok, super, c'est super intéressant. C'est 2 pratiques, on va dire, différentes. Une question que je voulais te poser, c'était aujourd'hui, c'est quoi les produits dopants, c'est quoi qui sont les plus connus ou recherchés en endurance? Parce que quand on en parle, j'ai l'impression que tout le monde a le PO arrive en premier de la liste des produits dopants, mais j'ai quand même l'impression que que ça a des siècles de retard et que c'est plus spécialement l'actualité. Aujourd'hui, en 2025, qu'est-ce qui est utilisé par les athlètes qui sont attrapés généralement? Je pense que c'est toujours le PO, par contre. Et bon, quand je dis le PO, c'est tout ce qui est donc agent d'érythropoïèse et transfusion également, en fait, tout ce qui augmente le nombre de globules rouges. Donc, le PO, c'est une hormone rénale qui entraîne une augmentation de la synthèse des globules rouges. Et on sait très bien que les globules rouges transportent de l'oxygène et que c'est vraiment le principal facteur déterminant de performance en endurance, avec, bien sûr, l'efficacité de course. Mais ça reste une cure de PO, ça augmente quand même la VO2 max de l'ordre de 20%, ce qui est absolument faramineux. Donc, ça reste, je pense, une utilisation majeure. Après, ce qui a changé entre guillemets depuis l'avènement de l'EPO dans les années 90, c'est que les modes d'utilisation sont plus du tout les mêmes. Parce que lorsque l'EPO est sorti, il y avait vraiment donc des administrations de charge de PO avec des hématocrites qui augmentaient jusqu'à 70% avec donc une viscosité sanguine extrêmement importante. Alors, dans la rumeur des stades, on rapportait que les sportifs faisaient des pompes, enfin ceux qui prenaient le PO faisaient des pompes la nuit pour fluidifier leur sang et diminuer le travail cardiaque. Donc, à l'heure actuelle, il n'y a plus du tout ce type d'administration. Ce sont donc des doses qui sont beaucoup plus faibles, qui sont utilisées. En fait, on parle de microdoses ou de doses filées, avec, bien sûr, du coup, beaucoup moins de risques, en tout cas à court terme pour les sportifs, et beaucoup plus de difficultés, par contre, pour détecter, bien sûr, l'administration de ces substances. Donc, du coup, moi, je pense qu'effectivement, le PO, ça reste... Donc, parfois, c'est manifestement utilisé en parallèle avec de l'AGH, de l'hormone de croissance. Mais je pense que ça reste vraiment quand même l'un des fondamentaux des dopants en endurance. Après, quand je dis EPO, c'est tout ce qui est augmentation du transport d'oxygène, donc augmentation des globules rouges, donc les transfusions également, qui entraînent une augmentation des globules rouges pour avoir donc le même effet, même si l'effet paraît un petit peu plus limité en fait que l'effet de l'EPO. Après, donc il y a d'autres substances, mais qui sont également de vieilles substances, à ma connaissance, qui sont utilisées pour l'endurance, donc tout ce qui est corticoïdes.
Donc, il y a également éventuellement les bêta-2 agonistes. Donc, les corticoïdes améliorent de manière également très importante la performance en endurance, mais par exemple, les corticoïdes ne modifient pas la VO2. Et ça, c'est pas comparable, en fait. L'amélioration de performance n'est pas comparable par rapport, à mon avis, avec des administrations de PO, de transfusion. Et alors, j'ai une question peut-être qui est très naïve, qui m'arrive en tête avec ce que tu viens de dire, mais si ces produits sont si vieux, si connus, qu'est-ce qui fait qu'on a encore du mal à les détecter? C'est parce que les dosages ont diminué? C'est parce que les modes d'administration ont diminué? C'est parce que les produits masquants se sont améliorés? On va revenir dessus après. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a de la difficulté des fois à attraper des athlètes qui sont réellement dopés à ces produits qu'on a l'air de connaître depuis longtemps? En fait, le PO, donc, c'est pas depuis si longtemps que ça, puisque c'est sorti en 1990 et le premier test de détection a été mis en place pour les JO de Sydney. D'ailleurs, c'est Françoise Lannes du laboratoire français qui avait mis en place le test de détection urinaire. Maintenant, il y a également des tests de détection sanguine. Donc, le problème, c'est toujours lié, bien sûr, à la vitesse d'élimination de la substance. Donc, après, le PO, on arrive très bien, on en est à la 4e génération à l'heure actuelle, on arrive très bien à les détecter. Après, effectivement, donc, il y a des EPO retard donc, qui sont faciles à détecter, mais les sportifs utilisent maintenant des stratégies, on appelle ça l'équilibre balance-risque, en fait, ils préfèrent utiliser donc, des substances éventuellement moins efficaces, mais qui sont plus difficilement détectables. Donc, on arrive à détecter le PO. Après tout, dépend de la logistique et du moment du prélèvement. Et en plus, donc, ces dernières années, depuis 2009, il y a quand même un grand plus au niveau en particulier des détections donc, de tout ce qui est EPO, transfusion, etc. C'est le passeport biologique de l'athlète, qui est une méthode indirecte, en fait, qui va permettre, donc, grâce à un suivi longitudinal, de mettre en évidence donc, la prise de PO et de tout ce qui augmente donc, le nombre de globules rouges. Donc, il y a des évolutions, mais c'est sûr que la partie problématique quand même à l'heure actuelle, c'est donc la durée donc, de vie des substances donc, dans l'organisme, ce qui nécessite bien sûr une logistique vraiment très pointue pour la mise en place des contrôles antidopage inopinés, bien sûr. Je parle des contrôles hors compte. Oui, ok, d'accord. Donc, je pense que j'ai compris. En fait, la problématique, c'est que l'EPO est prise à distance des compétitions et que du coup, à distance des compétitions, ça représente une grande période de temps et il faut tomber au bon moment parce qu'après, la substance, elle a disparu de l'organisme, mais par contre, les performances sont améliorées. Donc, on n'arrive pas à détecter la substance. Le PO peut être prise en microdose au moment des compétitions, mais dans ces cas-là, on arrive bien sûr à la détecter. Donc, le PO, elle augmente donc les globules rouges. Donc, les globules rouges, ils ont un temps de demi-vie de 120 jours. Donc, l'essai donc, sur la performance va perdurer pendant la durée de vie des globules rouges. Mais avec donc, le passeport biologique, donc le module hématologique, on gagne un temps certain donc, au niveau de la détection, en fait, de manière indirecte de la substance. Le passeport biologique, c'est quelque chose que j'ai vu et que j'ai rapidement abordé dans la partie 1, mais sans rentrer dans le détail. Est-ce que tu peux peut-être expliquer rapidement aux auditeurs ce que c'est que ce passeport biologique et en quoi ça change? En quoi ça change, tu l'as déjà dit, mais qu'est-ce que c'est qu'un passeport biologique pour un athlète? Donc, un passeport biologique est effectué en fait sur un groupe cible de sportifs, puisqu'il va s'agir d'un suivi longitudinal. Donc, il y a différents modules de ce passeport biologique. Donc, le module hématologique dont je viens de parler, qui est là pour détecter donc, tout ce qui est prise de PO, transfusion, etc., qui est un passeport biologique qui est effectué au niveau sanguin à partir de différents paramètres. Donc, les plus importants, c'est l'hémoglobine, le pourcentage de réticulocytes. Les réticulocytes, ce sont donc les jeunes globules rouges, puisque donc, le PO entraîne une augmentation de leur synthèse. Et il y a des modèles on et off, c'est-à-dire pendant les prises de PO et hors de prise de PO. Donc, en fait, on arrive relativement bien à détecter à l'heure actuelle, à distance de la prise, donc tout ce qui est PO transfusion, mais on parle d'une méthode indirecte, puisque donc la substance n'est plus dans l'organisme. En fait, on analyse les répercussions donc, de la substance. Donc, ça, c'est le module hématologique. Donc, il y a 3 modules. Il y en a un qui tombe pour le module endocrinien pour l'AGH, mais l'autre module qui est utilisé, c'est le module stéroïdien qui s'effectue, lui, à la fois donc, sur l'urine et sur le sang, qui est là pour détecter donc, la prise des anabolisants de la même façon, donc à distance de leur administration, à partir donc, de marqueurs testo, épitesto, enfin de différents ratios qui sont déterminés. Ça, on considère que c'est un grand plus en fait, dans la lutte antidopage qui augmente de manière significative en fait, le temps de détection pour ces classes de substances en tout cas. Ok. Et j'ai une question très terre-à-terre qui me vient, mais j'imagine que les investissements ou que les ressources financières, par exemple, les logistiques que demande le passeport biologique sont énormes. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça doit concerner peu d'athlètes, non? Ah oui, tout à fait. Ça concerne les groupes cibles. Et de manière générale, il faut bien être conscient que la plupart des contrôles antidopage à l'heure actuelle
sont effectués sur les athlètes de haut niveau, enfin sur des cibles. Donc, d'après les textes, à partir du moment où on a une licence dans une fédération sportive, on peut être contrôlé. Mais en pratique, pour assurer donc une efficacité, c'est un suivi donc essentiellement des athlètes de haut niveau. Je pense, alors ça me fait déjà jongler avec une question que j'avais prévue un petit peu plus tard, mais je pense que c'est peut-être c'est peut-être à cause de ces ressources qu'on observe dans certains travaux, une différence marquée entre les athlètes qui sont réellement détectés et qui ont des sanctions et les athlètes qui, a posteriori, vont rapporter anonymement avoir utilisé des produits dopants mais n'avoir jamais été attrapés. Parce que en fait, les ressources pour faire des contrôles antidopage sont très élevées, donc il y a beaucoup de poissons qui passent à travers le filet. Dans les athlètes, en fait, le but de la lutte antidopage à l'heure actuelle, elle est clairement affichée donc sur le sport élite, le sport de haut niveau. Après, effectivement, je disais tout à l'heure, il y a plus de 300 000 contrôles déjà effectués chaque année. On peut encore augmenter ce nombre de contrôles, mais bon, de manière pragmatique, c'est impossible d'aller contrôler en fait tous ceux qui effectuent du sport de loisir à partir des contrôles antidopage. Ouais, peut-être même tous ceux qui effectuent du sport de haut niveau, parce que tu vois, des élites sur des courses, enfin ça dépend des sports, mais quand on parle de la catégorie élite, ça peut représenter des fois beaucoup de personnes sur une même course, quoi. Tout à fait, mais même donc on considère de toute façon que les contrôles les plus efficaces sont les contrôles hors compétition, c'est-à-dire qu'ils sont effectués parce que dans chaque charte de fédération, il y a un certain nombre de contrôles qui sont prévus. Donc, bien évidemment, c'est facile, entre guillemets, d'éviter, d'anticiper, en fait, les contrôles. Par contre, ce sont les contrôles inopinés qu'on considère comme les plus efficaces. Il reste, donc, la lutte antidopage essaye de gommer, en fait, l'hétérogénéité, mais il reste des sports qui sont beaucoup plus contrôlés que d'autres. Donc, on parle toujours des cyclistes donc, il y a cyclisme et l'athlétisme qui effectuent beaucoup de contrôles et qui, par définition, ont beaucoup de positifs. Et est-ce qu'avoir beaucoup de positifs, ça veut dire qu'il y a beaucoup de dopés, ou est-ce que ça veut dire que les contrôles sont bien faits? Enfin, je veux dire, si on ne fait pas de contrôle, par définition, on n'aura pas de positifs. Oui, bien sûr. Si on ne contrôle pas, il n'y a pas de dopé. Il faut rester très prudent dans l'interprétation des résultats. Ouais. Une question que je me posais, c'était est-ce que les produits dopants les plus utilisés, c'est des produits dopants qui ont... Alors, tu as un peu répondu, mais peut-être que tu vas apporter des précisions. Est-ce que c'est des produits dopants qui ont un effet direct sur la performance? Bon, là, tu as donné l'exemple de l'EPO qui augmente de 20% VO2 max, donc ça a un effet direct sur la performance. Ou est-ce que c'est également des produits qui ont des effets sur la charge ou la récupération qu'un athlète peut tolérer et du coup qui viennent, qui viennent catalyser l'entraînement qu'il réalise? Ouais, je pense que la plupart des substances, les substances en tout cas majeures qu'on retrouve, ce sont des substances qui vont améliorer directement donc la performance. Après, ce sont des substances qui peuvent également, parce que donc la récupération fait partie de la performance. Donc, si on prend par exemple donc les substances qu'on retrouve le plus lors des contrôles antidopage, c'est clairement donc les stéroïdes anabolisants, ça représente quasiment la moitié. Donc, les stéroïdes anabolisants, bien sûr, ça améliore beaucoup plus la performance anaérobie, donc tout ce qui est sport de force, puissance, etc. Par contre, c'est également utilisé donc dans les sports d'endurance pour supporter donc des charges de travail plus importantes. Donc, dans ce cas, c'est pour ça améliore de manière indirecte, entre guillemets, la performance, avec un effet bien sûr bien moindre que dans les sports anaérobies. Donc, pour un certain nombre de substances, je pense qu'il y a les deux facettes qui interviennent. Dans la définition de qu'est-ce que c'est qu'un produit dopant, qu'a donné par l'AMA, donc l'Agence mondiale antidopage, il y avait 3 critères. Le critère, c'était amélioration potentielle de la performance, risque pour la santé, et le dernier, c'était violation de l'esprit sportif. Et si les 2 premiers, je les trouvais très nets, amélioration de la performance et risque pour la santé, on peut le mesurer, on peut le quantifier. Je trouvais que violation de l'esprit sportif, c'était difficile à quantifier. Est-ce qu'il n'est pas un peu bizarre ce 3e critère? Non, ce 3e critère, en fait, pour être considéré comme une substance ou un procédé dopant, il faut répondre à 2 des 3 critères. Donc, comme tu as dit, performance et violation. Donc, ce 3e critère, en fait, il permet de faire entrer des substances qui n'améliorent pas directement la performance sportive, mais qui sont utilisées pour lutter contre les effets secondaires, par exemple, de substances améliorant la performance sportive. Donc, si je prends un exemple, les stéroïdes anabolisants, pour certains d'entre eux, chez l'homme, ils induisent une gynécomastie, c'est-à-dire donc la naissance de seins, parce que en fait, les anabolisants, pas tous, mais certains, ça aromatise et donnent en fait des oestrogènes qui entraînent donc cette gynécomastie. Et en fait, donc du coup, par exemple, dans la classe S4, il y a des substances qu'on appelle des anti-aromatases qui vont empêcher donc la transformation donc des androgènes en œstrogènes et qui sont utilisées. Donc, c'est pas des substances qui améliorent la performance, mais par contre, leur utilisation, ça signe l'utilisation donc d'un stéroïde anabolisant.
Il y a un autre exemple, c'est les diurétiques. Les diurétiques, ça améliore pas la performance sportive, mais ça peut être utilisé dans certains cas, parce qu'il y a d'autres possibilités, comme agent masquant. Parce que donc, si c'est un diurétique, ça veut dire que ça augmente la diurèse, donc ça va accélérer en fait l'élimination d'autres substances dopantes, même si les diurétiques eux-mêmes ne sont pas du tout considérés comme améliorant la performance sportive. Et alors ça m'intéresse beaucoup parce que dans le monde du trail, il y a eu une affaire il y a 1 an et demi à peu près, environ 2 ans, de quelqu'un qui a été suspendu 16 mois pour la présence non pas d'un produit dopant, mais d'un diurétique qui est interdit. Et en fait, là, du coup, on arrive exactement sur ce que tu viens de nous décrire. Le diurétique est interdit parce qu'il permet de masquer certaines substances dopantes ou de remettre des marqueurs dans un niveau normal. C'est considéré comme un produit dopant, du coup. Après, les diurétiques, c'est un peu plus complexe que ça. Donc, je donnais l'exemple de l'élimination plus rapide en fait, de substances interdites. Mais un diurétique, par exemple, ça peut également être utilisé dans des catégories à discipline de poids. Donc, à catégorie de poids, par exemple, le judo, etc. Parce qu'il y a une perte d'eau, une perte de poids qui est extrêmement rapide. Donc, ça permet de rentrer dans la catégorie visée. Et donc, les diurétiques, ça permet donc également de traiter de nombreuses pathologies. Donc, c'est souvent donc avec une AUT. Donc, une AUT, on n'en a pas parlé. Donc, c'est une autorisation d'usage thérapeutique. Je pense que c'est une donnée qui est fondamentale dans la lutte antidopage parce que ça permet vraiment aux sportifs de se traiter, en fait, aux sportifs malades, d'utiliser des médicaments. Et donc, les diurétiques, c'est très utilisé, par exemple, pour lutter contre l'hypertension. Donc, très souvent, donc, il y a des autorisations d'usage thérapeutique pour les diurétiques. Je pense que tu parles du Norvégien qui a pris de la chlortalidone. Ouais, c'est ça. Donc, la chlortalidone, c'est un diurétique thiazidique qui est très utilisé, du coup, pour l'hypertension. Et effectivement, l'utilisation volontaire, elle paraît étonnante parce que c'est une substance qui s'élimine super lentement. Donc, la chlortalidone, c'est un temps d'omivie d'élimination de 40 heures, je crois. Et donc, on considère en fait qu'une substance reste dans l'organisme pendant 7 ans de demi-vie. Ça veut dire que si on prend la substance pendant plus de 10 jours, on va retrouver en fait la substance ou ses métabolites. Donc, effectivement, ça paraît étonnant une utilisation volontaire, mais après, ça peut être éventuellement utilisé pour les œdèmes, etc. Mais donc, il y a également différentes facettes et je pense qu'il y a vraiment un amalgame dans le public entre l'utilisation des substances parce que parfois, il y a une AUT, donc l'utilisation est justifiée. Parfois, il y a une contamination alimentaire, etc. Donc, il ne faut pas faire l'amalgame de toutes les substances et de tous les sportifs considérés comme méchants et tricheurs. Mais du coup, la question que je me posais par rapport à ça, c'est... Enfin, j'imagine déjà ce que des éditeurs vont dire, c'est... Ouais, mais du coup, les sportifs, ils ont peut-être dans leur entourage des médecins concupiscents qui vont, par exemple, prescrire sous prétexte d'hypertension un diurétique alors qu'il n'y en a pas et que ça va être utilisé pour... Non, c'est pas du tout aussi simple. C'est bien cadré, heureusement, parce qu'effectivement, je pense que sinon, il y aurait des dérives. Donc, de manière simple, déjà pour pouvoir avoir une AUT, donc dans l'absolu, on peut demander une AUT pour n'importe quelle substance interdite ou n'importe quel procédé interdit, dans l'absolu. Après, bien sûr, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une AUT pour de l'hormone de croissance que pour un bêta-2 agoniste, par exemple. Donc, en pratique, donc, le sportif, il a le droit de demander une AUT, donc les critères d'autorisation d'usage thérapeutique. C'est le besoin donc, de la substance, ça veut dire un préjudice pour la santé du sportif s'il n'utilise pas la substance. Alors là, l'exemple caricatural qui est toujours donné, c'est l'insuline pour le diabétique. Si vous interdisez l'insuline, il va mourir dans préjudice pour la santé, même si c'est à un niveau moindre que l'insuline. Il n'y a pas d'alternative, bien sûr, thérapeutique. Ça veut dire qu'il n'existe pas donc d'autres substances non interdites qui a le même effet, parce que dans ce cas, donc, ça ne justifie pas l'utilisation à la substance interdite. Et le troisième critère, c'est qu'il n'y a pas une amélioration de la performance, en tout cas au-delà du retour aux valeurs basales, hors pathologie. Donc, à partir du moment où les 3 critères sont remplis, le sportif, il va remplir, en général avec son médecin, c'est plutôt son médecin qui remplit, un dossier d'AUT, en mettant, si besoin, les différents tests, en mettant la posologie, etc. Et donc, ce dossier, il est déposé. Donc, après, bon, c'est un petit peu compliqué. Ça dépend du niveau du sportif. S'il est jusqu'au niveau national, c'est l'organisme national qui va gérer. Donc, en France, c'est la FLD. S'il est du niveau international, c'est directement donc la fédération internationale. Et donc, son dossier va être expertisé parce qu'on l'appelle un COT, c'est-à-dire un comité d'AUT, avec des médecins qui sont spécialistes de la pathologie. Donc, il y a toujours au moins 3 médecins qui vont donner leur avis et qui vont accorder ou non l'AUT au vu du dossier. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'AUT, c'est jamais à vie, même pour un diabétique, par exemple, doit prendre de l'insuline à vie.
C'est toujours entre quelques jours et quelques années. Et donc ça va être déterminé donc de manière, et ça va apparaître, et ça veut dire que lorsqu'on va trouver donc la substance interdite dans l'urine du sportif qui a eu l'AUT, il n'y aura pas une ouverture d'un cas positif. Donc c'est quand même bien cadré, et je pense qu'il y a peu de dérives, en tout cas à ma connaissance à l'heure actuelle au niveau des autorisations d'AUT. Ok, d'accord, c'est beaucoup plus clair, et j'avais pas connaissance de ce procédé aussi poussé, on va dire, pour obtenir un AUT. Une autre question que je me posais par rapport à ce cas du Norvégien, pour revenir sur ce produit-là, qui est considéré comme un produit masquant, on parle beaucoup, et c'est ça qui a été mis en avant, quand on regarde un peu l'affaire, c'est ça qui a été mis en avant dans ce que lui, il a avancé, mais on l'a déjà entendu dans d'autres cas, le fait que c'était à si faible dosage que la prise, il y a des chances que ce soit une contamination. Mais tout à l'heure, tu nous as parlé, par exemple, au début, de l'EPO qui avait changé en termes de formulation, avec des dosages qui ont diminué et des méthodes d'administration qui ont diminué. Est-ce que tout ça, ça peut pas être utilisé, tu penses, comme une facilité d'argumenter ces microdosages et ces fenêtres temporelles qui sont des fois un petit peu éloignées? Est-ce que tout ça, c'est pas utilisé pour argumenter justement en faveur, ça facilite pas l'argumentation en faveur d'une contamination alors que le produit a juste réellement été pris et puis pas de bol, il est resté plus longtemps dans le sang que prévu et on s'est fait choper? Ouais, il y a certains cas, effectivement, où c'est pas très clair. En fait, ça résulte en fait vraiment de l'amélioration des techniques de détection à l'heure actuelle, qui sont vraiment très pointues, hypersensibles, qui arrivent vraiment à détecter donc les substances à l'état de trace. Et c'est vrai que parfois, on ne sait pas, en fait, s'il s'agit d'une contamination. Il y a certains cas qui ont été traités avec des appels au TAS, etc., avec blanchiment du sportif, parce qu'on estime que ça peut effectivement être lié à une contamination. Donc ça, c'est parce que les techniques sont devenues également tellement... Donc, c'est un argument, effectivement, qu'on retrouve de plus en plus, bien sûr, chez les sportifs. Après, je pense que le pire de tout, c'est de convaincre de dopage un innocent. Donc, en général, ça se fait donc au bénéfice du sportif. Le bon parallèle, ce serait un procès. On préfère peut-être un coupable dans la nature qu'un innocent en prison. Et donc, c'est peut-être ça la bonne comparaison. En fait, la lutte antidopage, c'est un petit peu différent quand même, parce que lorsqu'un sportif est positif, est considéré comme positif, c'est lui qui doit démontrer comment la substance est rentrée et que ça n'a pas été utilisé à vice de ponte. Donc la démarche est un petit peu différente. Ouais, c'est une précision super importante ce que tu viens de dire. Est-ce que tu sais, est-ce que tu connais les étapes qui font que, par exemple, demain, parce que la liste des produits interdits est mise à jour chaque année, si je dis pas de bêtises, est-ce que tu sais les étapes qui amènent un produit à être inscrit dans cette liste des interdictions? Oui, en fait, les grandes étapes sont toujours un petit peu les mêmes. En fait, très souvent, donc l'utilisation des substances par les sportifs, c'est un mésusage du médicament. La plupart des substances, ce sont des substances qui sont commercialisées pour des médicaments. Bon, l'exemple le plus classique, c'est le PO, qui était utilisé pour les dialysés, qui a été détourné de son utilisation. Donc, en général, l'AMA, donc l'Agence mondiale antidopage, mais la substance sur ce qu'on appelle donc le programme de surveillance, qui sort d'ailleurs en même temps que la liste chaque année. Donc ça sort au mois d'octobre, mais pour une application à partir de janvier. Et donc à partir du moment où une substance fait partie du programme de surveillance, ça veut dire que les différents laboratoires antidopage vont vérifier si cette substance est retrouvée ou non lors des analyses des contrôles antidopage. Si c'est le cas, et d'ailleurs parfois même en parallèle, il y a des protocoles de recherche qui sont mis en place pour vérifier donc l'effet ergogénique et l'effet sur la santé en fait de la substance. Et s'il y a des effets réels, il y a ce qu'on appelle le comité liste de l'AMA. Donc le comité liste, c'est une petite partie du comité qui s'appelle, je ne sais plus jamais dans quel ordre, médecine, santé, recherche. Donc va envoyer ça à tous les gouvernements et toutes les fédérations sportives, qui font leur retour, et ensuite donc la décision est prise, c'est toujours suite à un consensus en fait, et donc la décision d'inclure ou non la substance est effectuée. Et donc par exemple ça a été le cas pour le tramadol récemment, qui a été donc rajouté en 2024. En fait, la décision a été prise en 2022, mais ça a été rajouté en janvier 2024. Et maintenant il y a le semaglutide par exemple qui a été rajouté au programme de surveillance, avec une possibilité d'utilisation par les sportifs. Donc on saura bientôt si effectivement c'est utilisé par les sportifs pour cette perte de poids qui permettrait peut-être d'améliorer la performance sportive. Donc on est d'accord que ça prend certainement plusieurs années, parce que déjà, ne serait-ce que tu as parlé de conduite de protocole de recherche, et je pense que toi comme moi, on sait que un protocole de recherche, ça va prendre plusieurs années à être conduit, analysé et publié.
Est-ce que, selon toi, je jongle un peu avec les questions que j'avais prévu de te poser, mais là, je pense que le raccourci, je dois le faire. Est-ce que, par exemple, il y a beaucoup de questions actuellement sur pourquoi les anti-inflammatoires non stéroïdiens ne sont pas considérés, par exemple, dans le trail, dans l'athlétisme, dans l'ultra-trail, comme un produit dopant? Est-ce que le temps nécessaire à ce que les études sortent peut expliquer le fait qu'aujourd'hui, les INS ne sont pas considérés? Est-ce que c'est parce que les effets ergogéniques ne sont pas assez notable? Est-ce que c'est parce qu'on est dans une niche sportive et qu'au final, c'est spécifique à l'ultra? Non, à ma connaissance, pour les AINS, c'est autre chose. Donc, il y a un statut pour tout ce qui est ontalgique, analgésique. Donc, les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont utilisés pour l'effet ontalgique, c'est-à-dire notamment, en tout cas, une diminution de la perception de la douleur. Donc, pour les puristes, on sépare donc ontalgique, donc diminution de la sensation à la douleur, des analgésiques qui sont plus puissants, qui suppriment complètement en fait la sensibilité à la douleur. Donc, c'est tout ce qui est opiacé, ce qu'on appelle donc les analgésiques majeurs, qui eux sont interdits, qui font partie de la classe des narcotiques, qui est la classe S7. Donc, il y a les classiques, il y a la morphine, l'oxycodone, fentanyl, donc le tramadol qui a été rajouté en 2024. Donc ça, ce sont donc les majeurs. Et à côté de ça, on a ce qu'on appelle, si les puristes disent ontalgique, analgésique, dans la lutte antidopage, on n'utilise plutôt que le terme analgésique, en fait. Donc on considère que, vu l'utilisation des AINS, déjà dans la société de manière générale, parce que donc on retrouve des AINS, effectivement, une grande utilisation dans le sport, mais ça reflète un petit peu, c'est un peu comme la caféine, ça reflète l'utilisation dans la société. Donc, ce sont des médicaments, pour la plupart, qui ne sont pas sur prescription médicale. Donc, il y a beaucoup d'automédication. Et même au niveau des prescriptions médicales, donc il y a beaucoup de thèses de médecine, de pharma qui sont sorties là-dessus. Ça représente, je crois, plus de 2% de la totalité des prescriptions des médecins en France. Donc, il y a une très grande utilisation extrasportive. Il y a également une très grande utilisation sportive. Effectivement, là, pareil, il y a plein d'études qui ont mis en évidence que ça dépendait, que c'est utilisé quelle que soit la discipline sportive, mais plus dans les sports d'endurance, et je crois plus la durée de course s'allonge, etc. Mais il y a des enquêtes qui mettent en évidence que si on interroge un sportif, il y en a plus de 1 sur 2 qui va utiliser, mais de manière ponctuelle, on prenait tout à l'heure l'exemple du mal de tête ou du maux de ventre, un anti-inflammatoire non stéroïdien. Donc, déjà, le sportif, il faut quand même qu'il ait le droit de se soigner. Et si on commence à interdire les AINS qui n'ont pas d'effet sur la performance, pour le moment, en tout cas pas démontré, donc les risques sont quand même bien moindres que les stupes. Il n'y a pas l'effet de dépendance, notamment, etc. Je ne sais pas comment les côtes vont gérer toutes les AUT qui vont partir. Donc, je ne sais pas du tout pour minimiser, sous-estimer en fait les effets indésirables des AINS. Par contre, il faut éviter, bien sûr, ce qu'on appelle les abus d'usage des AINS. Par contre, on est quand même loin des effets secondaires et des effets tout court, de tout ce qui est opiacé et stupéfiant. Donc, je ne pense pas qu'il y ait des études. Enfin, à ma connaissance, il y en a peut-être, mais je ne pense pas qu'on attende le résultat des études sur les effets ergogènes des AINS pour ensuite les interdire. C'est intéressant ce que vient de dire Katia sur les AINS. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ces médicaments qui sont d'ailleurs à proscrire en trail et surtout en ultra, on en a largement parlé dans ce podcast, ils ont beaucoup fait parler d'eux au Templier 2024, après des contrôles qui avaient été mis en place par l'organisation et qui avaient identifié 5 athlètes positifs, mais sans aucune sanction par la suite. Et puisque je parle des Templiers, je voudrais prendre un instant pour mentionner un partenaire du podcast et de sa saison 2, Wise. Wise, c'est un équipementier spécialisé dans l'ultra-trail avec aux manettes des personnes aussi passionnées que pratiquantes qui développent, produit après produit, des solutions pertinentes, innovantes, durables et fiables pour nous accompagner sur les sentiers chaque jour. Un des produits Wise qui me vient en tête quand on parle Templier, avec son départ à 5h15 du matin, c'est leur Ultra Shirt manche longue. C'est un t-shirt qui est confortable, extrêmement respirant, léger, parce qu'il pèse seulement 100 grammes en M, et il est parfaitement adapté, je trouve, pour ces moments où le froid nous mord un peu, mais où l'effort permet d'éviter le port d'une deuxième couche vraiment chaude. C'est un t-shirt que j'affectionne particulièrement et que j'utilise souvent. Pour le découvrir, je vous invite à utiliser le lien qui est présent en description. Et maintenant, revenons à mon échange avec Katia et à ces fameux anti-inflammatoires non stéroïdiens.
Parce que, alors là, j'essaie de reconnecter aux 3 critères qu'on a discutés au tout début sur qu'est-ce qui fait qu'un produit est considéré. Alors, il y a la violation de l'esprit sportif qu'on pourrait considérer dans le cas de la INS, mais comme on l'a dit, celui-là, il est peut-être un petit peu flou, donc je te propose qu'on le mette de côté. Là, on a des études sur les effets sur la santé des INS dans le cadre de l'Ultra Trail. Ça, c'est quand même assez bien démontré aujourd'hui. Mais en fait, on n'a pas encore vraiment d'études sur le fait que c'est ergogénique et qu'il y a une réelle amélioration de la performance. Ouais, à première vue, il n'y a pas un effet ergogénique, en tout cas, puisqu'on focalise de plus en plus sur les substances avec un effet majeur. Donc, il n'y a probablement pas d'effet ergogénique. Après, pareil, le risque sur la santé, tout dépend, ce que tu appelles de l'effet dose. Hein. Le fait d'utiliser donc un ANS de manière ponctuelle, en fait, ce qu'on redoute est les différents effets. Et effectivement, dans le trail, les risques sont probablement majorés. Hein, puisque donc c'est un contexte, ce qu'on appelle conditions extrêmes, hein, puisqu'il peut y avoir une déshydratation, il y a une diminution du débit rénal, etc. Donc je pense que ça passe vraiment par une éducation, une information des trailers, quoi. Avant l'interdiction, parce qu'on va pas commencer non plus à interdire toutes les différentes substances. Après, c'est tout à fait possible hein, que ça vienne, mais je pense qu'il y a des substances plus nocives et donc plus ergogéniques qui sont en priorité. Après, je pense que ça nécessite vraiment, vu donc l'abus, je préfère le terme conduite dopante, etc., l'abus d'usage de ces substances, effectivement, il faut faire quelque chose, mais de manière générale, au niveau de la population, au niveau des médecins d'ailleurs, de la sphère médicale qui prescrit également, et bien sûr au niveau des trailers qui en consomment avec des risques qui sont majorés dans les exercices d'endurance. Ouais, je pense que, tu vois, par exemple, il y a eu une compétition il y a quelques temps avec Henriette Albon qui avait partagé son protocole glucidique avec 3 colonnes, hein, protocole glucide, protocole caféine, protocole paracétamol, qui était la 3e colonne, avec la quantité de paracétamol, ça atteignait de mémoire 3 grammes ou 4 grammes par poids de corps sur une course de 10 heures, et c'est ça qui fait sauter un peu au plafond en disant... Il y a des gens qui disent ça, c'est abusif. Là, ça rentre dans les pratiques dopantes. Après, effectivement, lorsqu'on met en évidence dans une urine un AINS, est-ce que c'est vraiment... est-ce qu'on peut prouver l'intention, en fait? Parce qu'on peut très bien avoir besoin, sans avoir donc une visée d'améliorer la performance, on peut avoir besoin. Et effectivement, c'est une pratique qui est généralisée, en tout cas au niveau de la société française et dans le monde hein, à l'heure actuelle. Mais c'est ce que tu viens de dire, et si je reprends un peu pour que les gens comprennent pourquoi est-ce que ça ne fait pas autant sauter au plafond, par exemple la FLD, c'est parce que c'est pas aussi, entre guillemets, c'est pas aussi grave que d'autres produits qui sont, eux, listés. En fait, c'est un petit peu ça ce qu'on a discuté. Il y a des analgésiques majeurs, et effectivement, si on reprend le terme analgésique, y compris pour les AINS, on considère qu'il ne s'agit pas d'analgésique majeur, tout à fait. Ok, ouais, c'est beaucoup plus clair. Et alors, du coup, j'en profite tant qu'on est dans cette discussion autour des pratiques dopantes, conduite dopante, etc., pour parler peut-être un petit peu, une petite parenthèse sur la caféine. Est-ce que pareil, il y a des gens qui vont considérer que prendre de la caféine pendant un trail ou un ultra, ça va être une conduite dopante? Il y a beaucoup de personnes qui vont l'utiliser. Est-ce que, déjà, on a des effets ergogéniques, mais il n'y a pas vraiment de risque pour la santé? Est-ce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup, même dans les études, hein, les études que j'ai vues sur le sujet, elles n'ont même pas mesuré s'il y avait de la caféine dans les urines, par exemple, quand ils cherchaient des produits de pratique dopante? Est-ce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on considère que la caféine, il n'y a pas de souci? Alors, je vais répondre pour la caféine. Donc, moi, j'ai fait ma thèse sur la caféine. Il y a un certain nombre d'années, lorsque la caféine était encore interdite. Donc, on a travaillé en particulier sur la cinétique de la caféine à l'exercice. Donc, il semblerait qu'il y ait une potentialisation en fait à l'exercice, puisqu'il y a des taux plasmatiques qui sont plus importants. Et puisque ça avait déjà été testé par Costil, qui est un des grands papes de physio d'exercice sur l'exercice d'endurance, on a testé sur l'exercice anaérobie, où là également, on a une amélioration de la perf, mais de l'ordre de 2%. Et donc, suite à ma thèse, j'ai fait partie d'un groupe d'experts de la Convention contre le dopage du Conseil de l'Europe, qui a proposé de retirer justement la caféine des produits interdits pour un certain nombre de raisons. C'est un phénomène de société, donc tout le monde en prend. Il y a un effet de tolérance. La caféine était dosée, mais pas ses métabolites. Donc la caféine, c'est une triméthylxanthine en fait qui se métabolise en méthylxanthine, qui sont actifs, mais qui n'étaient pas dosés. Et surtout, donc le grand facteur extrêmement important, c'est qu'il y a un métabolisme qui est vraiment très différent donc en fonction des personnes. Et donc, à l'époque, le seuil était, je crois qu'il avait été diminué à 12 mg par litre. Initialement, il était à 15. Et on considérait que pour atteindre donc ce seuil de positivité, il fallait prendre une quantité phénoménale de caféine de l'ordre de 800 mg en 2 heures, c'est-à-dire 12 cafés en 2 heures. Donc, effectivement, pratique d'eau. Après, on s'est rendu compte que chez un certain nombre de personnes,
Il y avait en particulier des femmes, puisque les oestrogènes, ça inhibe le métabolisme de la caféine. Il y avait donc des positivités avec 3 tasses de café. Donc, l'ensemble de ces paramètres a entraîné donc cette proposition de retirer en fait la caféine de la liste des produits interdits, ce que l'AMA a fait finalement en 2004. Et depuis d'ailleurs, la caféine fait toujours partie du programme de surveillance, c'est-à-dire que l'AMA vérifie que le fait d'avoir retiré la caféine n'a pas entraîné une augmentation en fait de l'utilisation de caféine. À première vue, c'est pas le cas. Voilà, donc moi, j'ai pas changé d'avis. Je considère pas que la caféine, c'est une substance dopante ni une pratique dopante. Après, sous réserve d'une utilisation, je pense, de bon sens. Donc, on sait que la caféine, ça améliore la perte entre 3 à 6 mg par kilo, soit 250 mg à peu près. Là, j'ai entendu récemment, je sais plus dans quel cadre, donc des coachs préconiser, lors de trails d'ailleurs, des administrations de 8 mg par kilo à différentes reprises à la fin d'un trail. Ah, ça, pour le coup, pour moi, c'est une pratique dopante, clairement. Donc, il y a un effet dose, il y a un effet bon sens. Donc, il y a une amélioration de la perte avec la caféine, mais qui reste modérée. Il y a donc un phénomène de société, etc. Donc, je pense que si on l'utilise donc entre 3 à 6 mg à 250 mg, il n'y a pas d'effet. Donc, il y a des effets délétères qui sont très variables en fonction de ces individus. Certains ont des palpitations, tachycardie, etc. Mais qui restent modérés. Effectivement, si on passe l'échelon dessus avec des doses incroyable, c'est sûr que ça devient directement pour moi une pratique dopante. Alors, du coup, les auditeurs pourront reprendre l'épisode qu'on a réalisé avec Laura Pomportes sur le sujet, mais elle était exactement dans la snette que tu vas dire. Elle disait que, par exemple, sur un ultra trail où tu es en privation de sommeil, ou un trail long où ça fait 10 heures, 15 heures que tu cours, ou 12 heures que tu cours, prendre l'équivalent de 3 mg par poids de corps, ce qui va revenir à l'équivalent de 3 expressos, peut-être un 4e, mais je veux dire, dans la vie de plein de gens, 3 expressos ou 4 cafés, c'est tout à fait normal. Elle disait que voilà, il n'y avait pas de questions à se poser, et que la question se posait quand tu allais dépasser ces doses, et par exemple avec ce que tu viens de dire, comme 8 mg, qui est en prise répétée en plus, ce qui est gigantesque, quoi. Donc ouais, ça rejoint cette discussion qu'on avait avec Laura, donc je suis content de t'entendre dans le même sens là-dessus. Il y avait une question que je trouvais super intéressante, que je me posais, et pareil, qui relève de la croyance populaire, et j'imagine que comme tu bosses sur le dopage, tu as dû entendre cette croyance populaire 50 fois et que tu as déjà répondu 50 fois également. L'idée que le dopage et les cas de dopage augmentent de manière concomitante avec la médiatisation, les enjeux financiers, le fait que le sport devient connu. Et donc que les enjeux financiers augmentent pour les athlètes aussi. Est-ce que ça, c'est des choses qui ont déjà été étudiées dans la littérature, qui sont connues? Ou est-ce qu'on revient sur ce que tu as dit en fait au tout début de l'épisode, à savoir que c'est juste que le sport gagne en notoriété, il y a plus de contrôle, donc il y a plus de positifs, mais juste parce qu'il y a plus de contrôle en fait? Non, je suis pas. Je répondrai très rapidement parce que je suis pas compétente en la matière. Je pense que ça a été traité et effectivement, il paraît évident que la médiatisation et les enjeux financiers vont inciter en tout cas à une plus grande utilisation de substances dopantes. Après, je me limite ça parce que je connais pas du tout la biblio, mais effectivement, ça a été traité. Ok, c'est très clair. C'est un avis. Des fois, on n'a pas forcément la réponse à toutes les questions. Surtout que j'en ai souvent 50. Tes travaux, ils portent plus particulièrement sur 3 substances, si je dis pas de bêtises, les bêta-2 agonistes, les glucocorticoïdes et la DHEA, qui est un stéroïde. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus spécifiquement de ces substances-là et pourquoi tu les étudies en particulier? Oui, donc moi je suis pharmacien à l'origine, donc je m'intéresse à la thérapeutique des sportifs. Donc on a commencé à travailler sur les bêta-2 agonistes, en fait sur le salbutamol, qui est vraiment l'anti-asthmatique le plus utilisé en France et dans le monde. C'est commercialisé sous le nom de Ventoline en France. Et donc, il y avait, à l'époque en tout cas, énormément de travaux sur des non-essais ergogéniques lors d'une inhalation, malgré l'effet agréable de bronchodilatation. Je parle bien sûr d'une personne non asthmatique. Et donc, avec mes collègues de Montpellier, notamment, il y avait Roba Kondo, Fabio Borani, on a testé en fait des administrations orales. Donc, ce qui représente à peu près 10 fois donc, les doses qui sont administrées par inhalation. Et on a mis en évidence effectivement que ça améliorait la performance pour des exercices de type aérobie, que ce soit une prise aiguë, c'est-à-dire une prise unique, ou des prises de courte durée. On faisait des traitements de 3 semaines. Et après, donc, sur Orléans, on a continué ces travaux en vérifiant donc, l'effet sexe. Donc, la femme réagit de la même façon que l'homme. Et on a testé également des exercices de type anaérobie, type Wingate, donc classique. Et là encore, on trouvait donc une amélioration de la performance à peu près identique à celle obtenue lors d'un exercice aérobie. Donc ça, c'était pour les bêta-2 agonistes. Après, je suis passée aux corticoïdes. Donc c'est également utilisé
dans le cadre de l'asthme. Alors, très curieusement, les corticoïdes sont des substances encore plus vieilles que les bêta-2 agonistes, puisque ça existe depuis les années 60. Et c'est utilisé manifestement depuis les années 60 par les coureurs du Tour de France. Ils revendiquent, qui annoncent qu'ils les utilisaient. Par contre, curieusement, ça n'avait jamais été vérifié dans une étude scientifique en laboratoire. Cet effet donc sur la performance. Donc, à Orléans, au service de médecine du sport, on a testé en fait donc des administrations de prénisolone à dose thérapeutique. Donc, ce sont des corticoïdes à temps de demi-vie intermédiaire sur la performance, et on a mis en évidence que ça améliorait donc la performance d'endurance, mais pas la performance au cours d'exercices brefs et intenses. Et là encore, on a mis en évidence qu'il n'y avait pas un effet sexe, c'est-à-dire que les femmes répondaient de la même façon que les hommes. Par contre, ce qui est intéressant pour les corticoïdes, ce qu'on n'avait pas retrouvé pour le salbutamol, c'est que le niveau de pratique physique manifestement intervient et que les sportifs en fait les plus entraînés sont ceux qui répondent le mieux en fait aux glucocorticoïdes, alors que pour les bêta-2 agonistes, quel que soit le niveau de pratique à première vue, donc il y a la même réponse. Voilà, donc rapidement. Et sinon, donc la DHEA. Alors, la DHEA, vaste problème. Donc, on a commencé à travailler dessus. On s'intéresse toujours d'ailleurs à la DHEA. Donc, c'est une hormone qu'on appelle de well-being à l'heure actuelle. On l'appelle également l'hormone de jouvence. Elle a été mise en évidence par le professeur Beaulieu, donc un Français dans les années 90, fin des années 90. Donc, elle chute avec l'âge. On sait également que, par exemple, chez la femme qui prend la pilule, donc quand je dis la pilule, c'est la pilule classique, le progestatif, il y a une chute importante de DHEA, il y a une chute de testo, qui est également une hormone de well-being chez la femme. Donc on essaye de comprendre, on n'est pas au bout, mais on essaie de comprendre en fait les liens qu'il y a entre la DHEA, la performance et la santé au point de vue général. Et une question que du coup je me suis posée pendant que tu répondais, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, j'avais pas l'impression, mais pour clarifier, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui la ventoline est utilisée avec une AUT, autorisation à usage thérapeutique? En fait, étant donné que la prise par inhalation n'améliore pas la performance, donc il y a clairement un effet dose, il y a un seuil de positivité qui est fixé, qui est de 1000 nanogrammes par ml, qui fait la différence entre une prise thérapeutique par inhalation, où il y a un passage. En fait, on estime que par inhalation, le principal effet reste au niveau des poumons, donc reste local, avec un effet systémique et donc des concentrations urinaires qui sont faibles. Et donc, il y a un seuil de positivité qui permet de faire la différenciation d'une prise orale à visée dopante d'une prise par inhalation. C'est très clair, j'ai bien compris. On arrive vers la fin de cet enregistrement tout public et j'ai encore une ou deux petites questions à te poser. Il y a quelque chose que j'ai juste aperçu dans la littérature quand j'ai fait la revue de littérature pour la partie 1, mais que j'ai laissé de côté. C'était je traduis en français, peut-être que c'est pas correct, c'était le dopage génétique. C'est des papiers assez récents qui semblent en parler. Est-ce que tu sais ce que c'est et à quoi ça renvoie? Je sais les grandes lignes, je ne travaille pas du tout sur le dopage génétique. Donc, le dopage génétique, c'est tout ce qui est transfert de gènes, d'acides nucléiques, de séquences d'acides nucléiques, ou tout ce qui est administration donc, de cellules, modifiées ou non, qui ont la capacité d'améliorer la performance sportive. Donc, d'après l'avis des experts qui travaillent dessus, ce n'est pas à l'ordre du jour, ce n'est pas utilisé encore à l'heure actuelle. Par contre, depuis une vingtaine d'années, il y a eu énormément de protocoles de recherche qui ont été mis en place pour détecter donc, le dopage génétique, avec un véritable arsenal de techniques de biologie moléculaire, par exemple, etc. Donc, même si le dopage génétique serait utilisé dans un futur proche, il y aurait manifestement donc déjà les techniques de détection qui permettraient de... En tout cas, ça rejoint, c'est pour ça peut-être que je l'ai vu sur des papiers qui sont quand même plutôt récents, c'est parce que c'est une thématique qui est plutôt actuelle et qui est en train d'émerger dans la littérature, apparemment. Tout à fait, donc en anticipation, en fait, ça figure déjà donc, dans les méthodes interdites. Donc, c'est la troisième type de méthode. Mais à première vue, on pense que ce n'est pas encore utilisé à l'heure actuelle. À ton avis, si on arrive sur la dernière, une des dernières questions que je voulais te poser, mais qui pour moi est cruciale, j'aurais peut-être même pu te la poser au tout début. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui comme étant les meilleures méthodes de prévenir le dopage, de réduire le dopage? Est-ce que c'est les contrôles et les sanctions? Est-ce que c'est les campagnes de prévention? C'est quoi le mieux aujourd'hui? Pour prévenir, de toute façon, je pense que ce sont les campagnes de prévention et d'éducation. Donc, il y en a certaines qui sont en cours au niveau national, international, d'autres qui sont planifiées. Mais je pense que les experts insistent vraiment sur la nécessité d'avoir un langage adapté, spécifique en fait à la population ciblée, et également de responsabiliser en fait non seulement le sportif, mais également tout son entourage et tous les acteurs tous les acteurs impliqués à tous les niveaux, en fait.
Donc effectivement, c'est compliqué d'avoir mais c'est nécessaire et c'est en cours à l'heure actuelle. Hein. Il y a pas mal depuis quelques années, il y a pas mal de campagnes qui sont mises en place ou qui sont planifiées. Parce que oui, effectivement, si le meilleur moyen de prévenir, c'est de faire de la prévention, tu peux aussi imaginer que le fait que quelqu'un dans ton club où il y ait plus de contrôle, donc plus de sanctionnés, ça peut aussi avoir un effet sur toi en disant mince, il y a plus de personnes qui se font choper, donc faut que je fasse attention. Dans les années 90, il y avait des contrôles antidopage chez des jeunes gymnastes qui avaient une dizaine d'années, justement, pour assurer la prévention du dopage. Mais on en est revenu, on a considéré que c'était pas la meilleure façon, peut-être, de prévenir. Ok, super. J'ai quelques questions pour clôturer cet épisode, cet enregistrement tout public. C'est les questions Gollum. Gollum, c'est un partenaire de la saison 2 du podcast Courir Mieux. Les auditeurs le savent, on ouvre une boîte à questions pour chaque épisode et j'en sélectionne quelques-unes qui seront abordées avec l'experte, donc toi aujourd'hui. La première question, je l'ai trouvée vraiment intéressante, c'est est-ce que le dopage, sur une longue période, peut avoir des effets durables sur la performance, même après l'arrêt et même après les périodes de sanctions? On reprend l'exemple du Norvégien, il est suspendu 16 mois, on ne sait pas combien de temps. Si c'est le cas, s'il a réellement utilisé des produits dopants qui ont été masqués, est-ce que même après son retour, et il est toujours performant, là il vient de revenir dans le circuit, il est toujours performant, est-ce qu'on peut imaginer que ses performances aujourd'hui sont encore influencées par des produits qu'il a pu éventuellement prendre dopants plus tôt dans sa carrière, malgré les 16 mois de suspension? À ma connaissance, en fait, c'est pas tranché. Donc, pour l'effet qui se poursuit après la prise, on a dit, déjà même avec... et on l'utilise avec le passeport biologique de l'athlète. Donc, si je reprends l'exemple de l'EPO d'un stage en altitude, il y a une augmentation donc, de globules rouges avec un effet qui perdure pendant un certain temps. Pour les anabolisants, il y a certains experts qui estiment, par exemple, qu'il y a une mémoire musculaire, donc ils appellent ça une mémoire myonucléaire, avec donc un maintien de la masse musculaire, donc même en cas de désentraînement et d'arrêt des substances. Mais c'est pas encore prouvé à l'heure actuelle. Il y a des études qui sont en cours là-dessus. Après, donc un sportif, donc là tu prends l'exemple du Norvégien, mais de manière générale, donc un sportif, si pendant 16 mois, je caricature volontairement, c'est plutôt parce qu'il n'est pas contrôlé pendant les 16 mois qu'il sera plus performant. Je dis pas du tout que le trailer se dope pendant sa suspension. Et effectivement, son argument de contamination est tout à fait, à mon avis, envisageable. Hein. Donc, on a une suspension. En fait, un athlète n'est pas contrôlé. Donc, on peut très bien imaginer dans l'absolu que pendant cette période de suspension, il y a dopage. Donc, s'il revient beaucoup plus fort que lorsqu'il a arrêté, c'est plutôt probablement parce qu'il a pris donc des substances pendant cette période de suspension. Je prenais cet exemple parce que en fait, je pense que c'est le dernier cas le plus connu en trail. En fait, il y a plein de cas. Hein. Là, il y en a eu encore un dans le marathon il n'y a pas très longtemps, mais il me semble que dans le trail, depuis cette histoire, il n'y en a pas eu spécialement. Donc, c'est pour ça que je prenais cet exemple. Mais en fait, il y en a eu plusieurs des histoires. Donc, c'est un cas positif. Je pense que on devient un petit peu parano et on a tendance à... Enfin, je pense qu'il ne faut pas devenir parano à l'extrême et voir du dopage partout parce que sinon, ça gâche en fait le plaisir qu'on a à voir des belles compétitions avec des grands champions. Donc, il faut d'abord s'assurer effectivement que c'est une prise réellement à visée dopante et que c'est vraiment un cas donc, de dopage avéré. Ouais, bien sûr. Mais alors, je me permets juste une petite réponse à ça. Mais quand j'ai fait la revue de littérature sur la première partie, il y a des travaux qui laissent entendre que c'est dans certaines disciplines d'athlétisme que ça peut aller jusqu'à 40% d'athlètes à haut niveau qui ont pris des produits dopants. Et du coup, quand ça c'est publié dans la littérature, ça peut amener des croyances qu'il y a une majorité. Je suis pas des personnes qui croient ça, mais des fois, c'est très difficile, je trouve, de contre-argumenter en disant non, c'est pas une majorité des sportifs, c'est même pas 1 sur 2. Et là, on tombe sur un papier publié qui laisse entendre qu'il y a peut-être une quarantaine de personnes qui admettent l'avoir fait pendant leur carrière. Et ça peut... Ouais, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment compliqué et quasi impossible de déterminer donc, la prévalence. Parce que donc, dans les différentes études, effectivement, il y a beaucoup d'études qui sont sorties dessus avec des chiffres qui sont extrêmement variés. Après, il y a une hétérogénéité dans les approches. Lorsque c'est un questionnaire, c'est pas la même chose que quand c'est une détection. Il y a une hétérogénéité donc de population, de substances. Dans les questionnaires, parfois donc ceux qui répondent ne connaissent même pas donc en fait les substances interdites. Donc il y a quand même un grand mélange. Donc par définition, bien sûr, le pourcentage des contrôles qui est autour de 1%, sous-estime la réalité. Tout le monde est bien d'accord là-dessus. Après, je m'avancerai vraiment pas pour déterminer une prévalence. Il faudrait vraiment d'ailleurs qu'on élabore donc de nouveaux outils
pour avoir une idée précise donc des prévales. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et deuxième et dernière question de cette partie Gollum. J'avais entendu ça également, mais un auditeur l'a rappelé. Il a parlé de parfois, par certains organismes, des surveillances de ce qu'ils appellent de courbes de progression pour détecter ou pour alerter sur, par exemple, à des athlètes sur lesquels il faudrait faire des contrôles. Et il parlait c'était dans un podcast que j'avais entendu ça. Et je pense que l'auditeur fait référence au même podcast, des courbes de progression qui sont brutales d'un seul coup sur 1 ou 2 saisons avec une augmentation drastique des performances, qui ça serait un moyen d'alerter des organismes et d'amener des contrôles antidopage ciblés sur certaines personnes parce que c'est une courbe de progression atypique. Est-ce que c'est une réalité ou ça c'est pas vraiment utilisé à ta connaissance? C'est pas trop mon champ de compétence. À ma connaissance, il n'y a pas d'études officielles. Par contre, je connais de plus en plus de collègues, de chercheurs qui regardent en fait l'évolution des performances, chacun dans sa discipline, bien sûr, parce qu'on est toujours intéressé par sa discipline sportive. Et effectivement, parfois il y a des progressions qui paraissent surnaturelles, mais qui peuvent s'expliquer. C'est toujours pareil, c'est difficile à interpréter parce qu'il y a un grand nombre de facteurs environnementaux qui vont intervenir. Par exemple, un petit jeune qui va changer complètement de contexte d'entraînement peut avoir une amélioration de performance extrêmement importante. Effectivement, il y a toujours beaucoup plus de suspicions que ce sont des sportifs élites depuis plus de 10 ans qui s'entraînent de manière très intensive où il continue à y avoir donc des progressions très importantes de performance. Après, là encore, je pense qu'il faut rester prudent et pas se gâcher le plaisir en suspectant et en voyant du dopage partout. Je reprends le même exemple, un exemple qui va compléter ta réponse et rejoindre exactement ce que tu viens de dire. Tu prends un sportif qui est amateur, qui performe un jour sur une course importante, qui est contacté par une marque, qui passe professionnel ou semi-professionnel et qui du coup d'un seul coup passe à 50% de son job, voire à 100% professionnel, forcément les performances vont augmenter par la suite parce que d'un seul coup tu deviens athlète professionnel, donc forcément les performances vont augmenter et ça peut être drastique sur un an. Bref. Katia, je te remercie beaucoup pour toutes tes réponses. On va garder un petit moment pour quelques questions pour les abonnés Patreon, mais pour l'enregistrement tout public, je te propose qu'on arrête ici. Merci beaucoup pour ce que tu as apporté, c'était précieux. Merci, avec plaisir. Voilà, c'est tout pour ce deuxième épisode sur le dopage. Tout d'abord, je remercie For Endurance, partenaire de cette saison 2 du podcast Courir Mieux. For Endurance, c'est un ensemble de produits énergétiques de qualité pour les sports d'endurance et la plupart sont composés en respectant la littérature scientifique. C'est pour ça que je les utilise. Et puisqu'on parle dopage, je voulais parler d'une démarche de Endurance que j'estime particulièrement. Tous leurs produits sont testés par l'organisme indépendant Informed Sport. C'est le petit logo noir et orange qu'on voit sur leur packaging et qui garantit que dans tous les gels, les bars, les boissons, etc. de la marque, quand c'est testé, il n'y a aucune contamination par une substance dopante. Pour découvrir les produits de Endurance, vous pouvez utiliser le lien présent en description de cet épisode. Je remercie aussi les 3 autres partenaires de cette saison 2, à savoir Gollum, Suunto et Wise. En description, vous trouverez d'ailleurs des codes promo pour la plupart d'entre eux. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez rejoindre le Patreon de Courir Mieux pour par exemple avoir accès à mon échange exclusif avec Katia, où on aborde entre autres le retard qu'il peut y avoir entre les méthodes de détection et le dopage, ou encore les fameuses chambres à hypoxie qui sont parfois critiquées. Tous les contenus exclusifs sont disponibles avec un abonnement à 7 € par mois et 6 € par mois avec un abonnement annuel. Si ça vous intéresse, le lien est en description. La semaine prochaine, on se retrouve pour un Scientific Day sur l'addiction au sport et au trail par exemple, et d'ici là, n'oubliez pas que selon Edwards Deming, sans donner à l'appui, nous ne sommes qu'une personne de plus avec une opinion.